Donc deuxième partie de la leçon 21, donc on a vu dualité onde-particule, maintenant on va s'intéresser au laser. Alors, avant de parler du laser, je vais parler un petit peu des trois façons qui existent de décrire la lumière selon les expériences. Donc selon l'expérience, on représente la lumière voilà, de trois façons. Alors, la première façon, donc j'ai intitulé ça donc optique géométrique. Donc on représente la lumière d'une façon assez intuitive par des rayons. Donc on a une source de lumière, cette source de lumière envoie des rayons lumineux dans toutes les directions. Donc c'est une représentation intuitive et qui permet d'expliquer certains phénomènes. Par exemple, ça permet d'expliquer les ombres qui se forment sur le sol. Par exemple, un arbre qui est éclairé par le soleil, forme une ombre sur le sol, et les rayons lumineux permettent d'expliquer tout à fait l'ombre formée. Alors, autre exemple un peu plus subtil, c'est les images formées par les lentilles convergentes et divergentes. Donc ici, on a une lentille, une loupe, si vous voulez. On a un objet qui émet de la lumière. Donc le sommet de cet objet émet de la lumière dans toutes les directions, des rayons. Voilà. Donc ici on a un rayon lumineux qui a été dessiné, ici aussi. Ces rayons sont déviés par la lentille, et ici on a un écran et il se forme une image. Donc vous voyez, ce qu'on a utilisé pour représenter la lumière, c'est des rayons. Et donc cette façon de représenter la lumière explique bien théoriquement la formation des images. C'est-à-dire que la théorie et la pratique concordent tout à fait. D'accord ? Voilà. Alors après, pour expliquer certaines expériences avec des rayons lumineux, ça ne fonctionne pas. Je pense par exemple, donc je passe à la deuxième façon, l'optique ondulatoire. Par exemple, si on veut expliquer le phénomène de diffraction avec les rayons lumineux, en utilisant la lumière comme des rayons lumineux, donc on ne voit pas pourquoi en éclairant une fente, eh bien on aurait une figure de diffraction, en utilisant donc ces rayons lumineux. Donc là il faut considérer la lumière comme une onde pour comprendre. Pareil pour les interférences. Si on éclaire, si deux sources, deux fentes donc éclairent un écran, eh bien, on ne voit pas pourquoi ça ferait une figure d'interférence. Donc pour comprendre ça, il faut imaginer que chaque fente émet une onde lumineuse. Voilà, donc ça on a vu, on a étudié. Alors enfin, il existe une troisième façon que l'on n'a pas vue. La lumière, pour expliquer certaines expériences, eh bien, est considérée comme des petites particules, une émission de petites particules. Donc là, on a la source lumineuse. Au lieu de dessiner des rayons comme ça, on étudie des petites particules. Alors, il y a deux façons de dessiner ces petites particules, soit un point avec une flèche, pour montrer la direction où ils vont, ou soit voilà, une petite onde comme ça avec une flèche. Donc ces particules, on appelle ça des photons. Voilà, pour expliquer certaines expériences, on a besoin de considérer la lumière comme des particules. Et je fais une petite parenthèse là-dessus, juste avant, on vient de voir la dualité onde-particule, et cette dualité est aussi valable pour la lumière. Donc la lumière, on a vu que c'est une onde, mais aussi il y a un caractère corpusculaire. Donc du coup, la lumière, dans certains cas, est régie par la formule de De Broglie, P égale H sur lambda. C'est à la fois une onde, mais aussi une particule. D'accord ? Voilà. Donc les photons. La troisième façon, donc parce que je vais en parler. Alors, ce que j'ai fait, là j'ai repris le cours que je vous ai distribué, j'ai repris le cours au paragraphe 4, donc, où j'explique le fonctionnement du laser. Alors, le laser, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un sigle, ici L, A, S, E et R. Light Amplification Simulated by Emission of Radiation. Donc en français, ça donne ça. Donc amplification lumineuse par émission stimulée de rayonnement. Donc il va falloir que j'explique deux choses. Il va falloir que j'explique ce qu'est l'émission stimulée de rayonnement et l'amplification lumineuse. Voilà. Alors, pour expliquer l'émission stimulée de rayonnement, il faut d'abord que j'explique comment fonctionne l'émission de lumière, donc pas par un laser, mais par une ampoule qui contient un gaz. Par exemple, les réverbères qui sont dans les villes là, avec la couleur orange. Donc ça c'est un gaz qui est excité par l'électricité et ça émet de la lumière orange. Donc il faut d'abord que j'explique ce type d'émission qu'on appelle émission spontanée.
et ensuite l'émission laser. Alors, donc, dans ces lampes-là, hein, dans les lampes les réverbères, hein, les lampes oranges, hein, donc elles sont constituées de quoi? Ces lampes sont constituées d'un gaz, ce sont des atomes de sodium, et ces atomes de sodium sont excités par de l'électricité. Donc ces atomes de sodium donc, sont gazeux, donc ils sont isolés. Et quand un atome est isolé, eh bien, il ne peut pas avoir n'importe quelle valeur d'énergie. Donc voilà, ça c'est spécifique aux atomes isolés. Le nombre, l'énergie de l'atome est limitée. Alors d'abord, pourquoi un atome a de l'énergie? Donc on a défini l'énergie de la façon suivante. Un corps a de l'énergie s'il se déplace ou s'il peut produire un mouvement. Bon, un atome a des électrons qui tournent autour de lui. Donc l'atome a l'énergie de ses électrons. D'accord? C'est ça. Alors cependant, l'énergie ne peut pas avoir n'importe quelle valeur. Alors, c'est pas comme une voiture, par exemple. Une voiture, si elle roule à 20 km/h, elle aura une certaine valeur, à 80 km/h, une autre valeur, à 80,2, une autre valeur, 80,3, une autre valeur, etc. Donc, pour une voiture, il y a une infinité de valeurs d'énergie possibles. Pas pour les atomes. Alors, on représente l'énergie d'un atome, donc ça, il faut l'admettre, hein, avec un diagramme. Qui est comme ça. Donc on a un axe gradué vers le haut, cet axe est gradué en joules, et il y a des paliers, et ça c'est les valeurs d'énergie possibles pour chaque atome. Donc ces valeurs d'énergie changent en fonction de l'atome. Voilà, à chaque atome, il y a certains paliers. Donc voilà l'énergie E1, l'énergie E2, etc. Alors, quand l'atome est isolé, qu'on ne lui fait rien de particulier, eh bien, son énergie, c'est l'énergie E1. Voilà, on dit que l'atome est dans son état fondamental, et on représente ça par un petit point, comme ça, on met un petit point, voilà, et ça représente le niveau d'énergie de l'atome. Donc l'atome, là, il est dans son état fondamental. Donc dans ces lampes à vapeur de sodium, ce qui se passe, c'est qu'il y a des décharges électriques qui se font dans le gaz, et donc du coup, les atomes vont être excités. Et donc, par exemple, l'atome va être excité au niveau E3 ou E4. Voilà. Donc ça, c'est les états excités possibles. Et donc, voilà. Donc les autres états, c'est les états excités. Alors maintenant, ça, c'est l'état initial. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'atome reçoit de l'énergie. Donc, soit un choc avec un électron. Donc ça, c'est quand il y a une décharge électrique. Hein, ou il peut être éventuellement frappé par un rayon lumineux. C'est une autre façon de donner de l'énergie à un atome. Et donc dans ce cas-là, le diagramme énergétique de l'atome devient comme ceci. Alors, donc l'atome est excité, il est excité donc, au niveau E4, et pour montrer la transition, on met une petite flèche. Cette petite flèche signifie qu'avant il était à l'état E1, et maintenant il est à l'état E4. D'accord? Donc là, l'atome est dans un état excité. Donc ensuite, alors, cet état n'est pas stable, l'atome va vouloir retrouver son état stable. D'accord? Alors, c'est là que se fait l'émission de lumière. Pour l'instant, l'atome n'a pas encore émis de lumière. Donc, c'est ce que j'explique maintenant. Alors, cette émission, elle est appelée spontanée. Donc, on aurait pu aussi l'appeler aléatoire. C'est-à-dire que l'atome va retrouver son état fondamental, alors soit directement, soit par étapes. Donc il peut retrouver directement son état fondamental. Alors je ne sais plus si c'est ça que... Non, alors voilà. Donc il était à cet état excité. Donc soit il retrouve son état fondamental, ou soit il y va par étapes. Donc d'abord l'étape, l'atome se désexcite au niveau E3 ou au niveau E2. Donc là j'ai pris E3. Et quand un atome se désexcite, donc ça vous l'admettez, eh bien il y a émission de photons. Hein. Quand voilà, l'atome passe de l'état d'énergie E4 à E3, eh bien il y a un photon qui est émis. Et ce photon a une certaine énergie, alors ça aussi vous l'admettez, cette énergie, eh bien, elle est égale à H nu, hein. Ça c'est la lettre grecque nu, et nu, je vous rappelle, pour les ondes lumineuses, c'est la fréquence. Hein. Donc on n'écrit pas HF quand il s'agit de lumière, mais on écrit H nu. Donc ça c'est des hertz, d'accord? Et cette énergie, à quoi elle est égale? Eh bien à la différence des deux états, là, l'état E4 moins E3, d'accord, hein. Donc ça sera toujours le niveau supérieur moins le niveau inférieur.
Okay. Voilà, donc il va y avoir un photon émis, donc d'une certaine fréquence, et donc du coup d'une certaine longueur d'onde, et donc d'une certaine couleur, hein, puisque la longueur d'onde de 400 nanomètres, ça correspond à du violet, et la longueur d'onde de 800, ça correspond à du rouge. Voilà, alors là je vais montrer une autre possibilité, hein, c'est aléatoire. Donc là, le photon se désexcite de E4 à E1, et il reste encore une autre possibilité, c'était de E4 à E2, celle-là je ne l'ai pas représentée. Donc là, à nouveau émission de photons, mais donc l'énergie de ce photon, ça va être E4 moins E1, donc on a fait E4 moins E3, donc le photon ne va pas avoir la même énergie, d'accord. Donc H c'est une constante, donc du coup ça ne va pas être la même fréquence, hein, c'est pour ça que j'ai mis H nu prime. Okay. Donc voilà, hein, voilà pour cette émission aléatoire. Alors je fais une petite remarque, alors je crois que je ne l'ai pas écrit, mais je vais le dire. Donc la F, nu, hein, nu c'est la fréquence, hein, ou F, hein. F c'est égal à C sur lambda, donc cette formule on peut l'écrire aussi, au lieu d'écrire H nu, on peut écrire HC sur lambda, C étant la célérité de la lumière, hein, et donc lambda la longueur d'onde. Hein, donc je ne l'ai pas écrite, j'aurais dû, elle est souvent utilisée cette formule, alors soit on écrit E égale H nu, mais c'est peut-être plus rapide d'écrire HC sur lambda. Okay. Bon, alors voilà. Alors, donc, l'émission de photons est aléatoire. L'énergie du photon émis est soit, comme je l'ai écrit, E4 moins E3, E4 moins E2, E4 moins E1. Voilà, c'est aléatoire. Donc ça, c'est pour les lampes. C'est comme ça que fonctionnent les lampes à vapeur de sodium. Voilà, par des excitations, comme ceci, aléatoire. Alors, oui, alors ça c'est une petite remarque que j'ai mis, donc je lis. Hein. Dans certains cas, l'atome peut perdre de l'énergie, donc passage de E4 à E3 ici, mais sans émettre de photons. Hein, c'est des cas particuliers. Mais, donc je finis de lire et j'explique. Sans émettre de photons, mais par choc avec un autre atome. On dit qu'il s'agit d'une transition rapide, non radiative. Donc c'est-à-dire que l'atome perd de l'énergie, et quand un corps perd de l'énergie, il transmet en fait cette perte d'énergie. Donc là, elle est transmise en donnant de l'énergie à un photon. Voilà. Ou sinon, si un atome qui est à côté, eh bien, il ne va pas y avoir de photon émis, mais il va y avoir un choc avec ce photon, et la transition E4 moins E3, en fait, va donner de l'énergie cinétique à un atome qui était à côté, d'accord, qui a été frappé. Voilà. Donc, parce que je crois qu'il y a un exercice là-dessus, donc voilà, on en parle un peu, donc je vous le dis. Alors ensuite, là, pour le laser. Donc le laser, c'est pas une émission spontanée, c'est une émission stimulée. Alors stimulée, ça veut dire forcée en quelque sorte, provoquée. Alors, je lis, hein, l'émission n'est pas aléatoire, l'énergie du photon émis ne peut avoir qu'une seule valeur, donc on va voir, je l'écris ici la situation. Alors j'explique un petit peu. Donc là, on a un atome qui est à l'état d'énergie E4, voilà. Et sur cet atome arrive un photon incident. Et ce photon, il a une certaine énergie, E4 moins E1. Alors dans ce cas-là, quand et ce photon donc va frapper l'atome, et bien dans ce cas-là, quand un atome a cette énergie E4 et qu'il est frappé par un photon incident d'énergie E4-1, il ne va pas passer par l'étape E3 ou E2. Il va directement se désexciter à l'état E1. D'accord ? Voilà, donc ça va donner ceci. Donc voilà, ça donne ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme l'atome s'est désexcité de l'état E4 à E1, il émet un photon. Mais il y a ce photon incident qui va continuer. D'accord ? Donc du coup, il y a deux photons qui vont être ensemble. Donc ça, voilà, la désexcitation, je répète, n'est pas aléatoire quand il y a un photon incident qui provoque la désexcitation, et il faut que ce photon incident ait l'écart énergétique correspondant à
à l'écart énergétique de l'atome. Donc par conséquent, maintenant on a deux photons. Alors ces deux photons, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils vont dans la même direction. Ils ont la même fréquence, donc la même longueur d'onde. Ils sont en phase, donc ils vont s'additionner. Donc ça va faire, alors j'ai marqué donc deux photons quittent l'atome, ils ont la même fréquence, se dirigent dans la même direction, et donc du coup ils s'additionnent, voilà. Et donc du coup on a une lumière avec une grande amplitude, une lumière avec une grande amplitude, donc intense, hein, forcément, parce que ça il faut l'imaginer des milliards de fois en fait, voilà, des milliards de fois en même temps. Donc on a une lumière intense, même direction, une seule longueur d'onde, et donc du coup c'est ce qu'on appelle la lumière laser. Voilà. Donc la lumière laser, elle est due au fait que l'émission n'est pas aléatoire, elle est provoquée. Et donc du coup il y a une seule longueur d'onde possible. Il y a un seul type de photon qui est émis, pas plusieurs types. Dans le cas précédent, vous avez vu, il y a plusieurs types de lumière qui sont émis, pas là, à cause de cette émission stimulée. Alors j'ai écrit donc ils sont en plus en phase, donc l'intensité lumineuse, l'amplitude augmente, d'accord, c'est ce que j'ai dit. Alors une remarque. Alors effectivement, donc on ne peut pas faire les lasers par exemple avec les atomes de sodium, parce que les atomes de sodium ils n'ont pas ce qu'on appelle un état métastable. C'est-à-dire que les atomes de sodium, tous les états excités sont à peu près pareils. Pas pour les atomes qu'on utilise pour les lasers. Il faut qu'il y ait un état dit métastable, un petit peu plus stable que les autres. Voilà. Il faut utiliser des atomes particuliers. Je lis. Seuls certains atomes sont capables d'émettre des photons par émission stimulée. Il faut que l'atome possède un état excité assez stable. Donc dans mon exemple niveau E4, cet état est appelé état métastable. Donc enfin la conclusion qu'il faut retenir. Donc un laser émet une lumière monochromatique, parce qu'il y a une seule longueur d'onde possible, un seul type de photon émis, c'est ce qu'on vient de voir ici, dans une seule direction donnée, et avec une forte concentration spatiale de l'énergie, c'est-à-dire une lumière intense, puisque tous les photons sont en phase, et ils se superposent, et donc du coup ça fait une onde avec une grande amplitude. Voilà, parce que ça, là je l'ai fait 2 fois, mais il faut l'imaginer, dans la cavité laser, dans la lampe, il y a des milliards d'atomes. Donc ça, il faut l'imaginer des milliards de fois. D'accord ? Voilà, cette deuxième partie donc est terminée.